m'assurer que ça ne fait pas de problème, le micro plus celui-là, en termes de... Non, ok. Bah déjà, tout d'abord, merci à Neil, à toute l'équipe de Lyon, du Meetup Lyon Data Science, sans qui ce soir ça n'aurait pas pu être possible, de par la salle, de par l'organisation, tout ce qui suit après derrière. Donc déjà, merci à eux, merci beaucoup. Et puis aujourd'hui, on va vous présenter avec Damien AWS, qu'est-ce qu'on peut faire sur AWS, et on va deep dive, parce que c'est ça qui est le plus intéressant, directement sur Amazon SageMaker, le service d'IA, donc de l'IA pour moi, après Damien dira aussi sa partie, mais ça regroupe du machine learning et du deep learning. C'est deux catégories distinctes. On peut voir le deep learning comme une sous-catégorie de machine learning, n'est-ce pas? Je suis pas d'accord, mais ça c'est personnel. Donc voilà, on va deep dive là-dessus et on va attaquer. Donc l'agenda de ce soir, donc introduction rapidement, on l'a déjà faite. On va parler du cloud computing, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça peut faire. Je ne vais pas passer énormément de temps là-dessus, il y en a qui savent déjà ce que ça peut faire, d'autres un peu moins, c'est pour qu'on soit tous à peu près au même niveau, à ce niveau-là. On va parler d'AWS et des services qu'on peut avoir sur AWS, et enfin on va démarrer directement avec SageMaker. Et ensuite on vous laissera avec Damien continuer votre propre aventure, en espérant que ce soit la même que celle que Bibon Saké. Donc on s'est déjà présenté, je pense que c'est pas la peine de continuer. On a de beaux petits médaillons, on pourrait même les imprimer. En quelques mots, Teamwork, Damien, je te laisse la main là-dessus. Donc Teamwork, c'est une société de service qui vient à la base du monde SAP. Il y a 800 personnes à peu près aujourd'hui qui travaillent chez Teamwork. C'est réparti une quinzaine, enfin on les compte, j'ai du mal à les compter, mais de localisation dans le monde. En fait, à la base, c'est pour assurer un service 24 heures sur 24 en termes de maintenance. Et voilà, c'est une société qui est très chouette. Le HQ est basé à Genève, en Suisse. Faut nous excuser si des fois on est un peu lent, culturel. Et donc il se trouve qu'au sein de Teamwork, il s'est monté il y a quelques années, très peu de temps en fait, une équipe innovation qui s'appelle Intuit, où on bosse Arnaud et moi. Chez Intuit, il y a on appelle ça des tribus, donc trois tribus. Une plutôt spécialisée data, donc la Data Squad, dans laquelle on est tous les deux, qui s'occupe des sujets data engineering, machine learning, etc. Il y a une autre tribu qui est la Cloud Factory, donc c'est plutôt axé sur le dev cloud, et la StarOps qui s'occupe de tous les sujets, notamment DevOps. Il y a plein de trucs que je connais pas, FinOps, SecOps, SysOps, ça a l'air cool. Et voilà, on est 20-25 personnes à peu près dans cette équipe. Alors, on va attaquer maintenant avec... Ah merde, les couleurs on les a perdues. Ou alors c'est le blanc qui fait que... on a normalement du rouge et du vert. Mais bon, on va faire ça. Qu'est-ce que le cloud computing? Le cloud computing, c'est ni plus ni moins que, si on pourrait troller, le data center de quelqu'un d'autre. En l'occurrence, celui d'Amazon Web Services dans notre cas. On va y déporter des charges, on va y construire, on va y développer des applications. Et ces applications, quand on les construit, on a plusieurs versions. Dans le sens où on peut construire une application on-prem, on peut la construire sur le cloud et on va avoir des briques plus ou moins supportées en fonction de ce qu'on fait sur le cloud. Dans le cadre d'une application qu'on développerait on-premise, ce serait comme réaliser une pizza soi-même à la maison. C'est super, c'est un super goût. On est fier de ce qu'on a fait parce qu'on l'a fait nous-mêmes. Par contre, il faut tout faire par nous-mêmes. Il faut prendre la farine de blé, faire la pâte, prendre les tomates, les couper, mettre en rondelles, le fromage, le jambon, l'enfourner, la découper en parts égales, mettre de la sauce piquante pour ceux qui en veulent, et ensuite on la met à disposition sur la table et tout le monde se régale. Deuxième chose, si on passe maintenant dans une optique cloud, que ce soit AWS, Azure ou GCP ou Alibaba, même si vous êtes un peu maso, les parties, la confection de la pâte et la sauce tomate sont déjà préfaites. Vous achetez une pâte, vous achetez de la sauce tomate déjà toute prête, vous n'avez plus qu'à poser votre fromage, les morceaux de jambon, de parme si possible, qui vont bien, l'enfourner, on découpe en parts égales et on met la sauce piquante. Donc on est sur le mode IaaS, à savoir infrastructure as a service. Ensuite on va passer sur du platform as a service. Donc on avance d'un pas dans la gestion et dans le management fourni par le cloud provider des services en question, que ce soit de l'OS ou autre. Donc on va avoir une pizza surgelée qu'on va acheter, qu'on va enfourner, qu'on va découper et qu'on va mettre la sauce piquante. Et enfin, on va avoir la partie SaaS pour Software as a Service, où on va prendre un service sur l'étagère, on va uniquement le configurer avec la sauce piquante et on va le mettre à disposition.
toutes ces étapes, en fin de compte, je ne l'ai pas évoqué, mais le fait de réaliser la pâte, la sauce tomate, le fromage, ça peut se représenter par j'ai mon data center, c'est ma pâte. J'ai ma virtualisation, c'est ma sauce tomate. J'ai mon fromage, c'est mon stockage. J'ai mon jambon, c'est tout ce qui est middleware. J'enfourne, c'est tout ce qui est configuration, administration. Je découpe et je mets la sauce piquante, c'est tout ce qui est logique métier qui est implémenté derrière. Donc on voit qu'en fonction des étapes, on est plus ou moins managé, si je puis dire. Les avantages, rapidement, la différence déjà, c'est qu'on n'achète plus forcément de machines web pour réaliser ce qu'on veut faire, notamment du machine learning ou du deep learning. Donc du coup, on va remplacer les coûts capitaux par des coûts variables. On va faire d'importantes économies d'échelle puisqu'on va prendre les bonnes machines et on va pouvoir surtout tracher les machines qu'on a provisionnées et en prendre de nouvelles par rapport à notre besoin. Donc on ne va pas sur- et sous-démissionner. On va aller plus vite dans le cycle de développement et de réalisation et de mise à disposition de modèles, comme avec le Tobobi qu'on vous présentera, enfin que Damien vous présentera tout à l'heure. On va dépenser uniquement ce qu'on consomme et on va pouvoir aussi être à l'international en quelques minutes en changeant de région. Toutes les applications que vous allez pouvoir développer sur AWS, que ce soit de l'IA, que ce soit du web, que ce soit de la data ingestion, etc., vont s'appuyer sur ces 5 piliers. L'excellence opérationnelle, c'est-à-dire se pouvoir monitorer l'application qu'on développe et s'assurer qu'il n'y a pas d'incident. Par exemple, j'ai mon modèle, j'ai un endpoint pour mon modèle, je le requête, ah bah tiens, j'arrive plus à le requêter, j'ai une alerte qui est trigger parce que je n'arrive plus à requêter mon modèle et donc je vais analyser pourquoi. La sécurité, les données qu'utilise mon modèle, s'il a été entraîné sur des images pour voir les défauts de production sur une chaîne de production, je veux que ces images soient sécurisées. Je veux pas qu'elles puissent sortir et qu'elles soient disponibles pour d'autres clients ou pour le web de façon générale. Donc, il faut assurer une sécurité. Fiabilité, de par la conception des services dont SageMaker, on assure une haute disponibilité. C'est-à-dire ce que vous allez développer sur SageMaker va vous permettre d'assurer que votre modèle soit toujours up and running. Efficacité des performances, c'est-à-dire que vous allez pouvoir sélectionner la juste performance par rapport à vos besoins et optimiser les coûts. Vu qu'on paye pour ce qu'on consomme, on va chercher à réduire cette dépense-là. Tout est payant de toute façon sur les cloud providers, il faut juste le garder en tête et optimiser. Pour information, sur AWS, on a à peu près 170 services et il n'y a pas un service pour tous les cas d'usage, mais majoritairement c'est le cas. On va pouvoir faire de l'IA, c'est ce qui nous intéresse. On va pouvoir faire de la data, comme je l'ai évoqué, du transfert de données, parce que pour requêter, pour entraîner des modèles, il nous faut de la donnée. Pas forcément beaucoup, mais on peut en faire. De la robotique, du développement, de l'intégration d'applications. Enfin, on a vraiment une pléthore d'outils à disposition. C'est comme jouer avec des Lego. Vous avez des Lego. Moi, j'ai ma fille qui a son château d'Elsa en Lego. Et moi, je suis un peu plus fan de Star Wars. Et du coup, j'ai des Lego Star Wars. Rien ne m'empêche de prendre une partie du château d'Elsa et de le mettre sur la brique de Star Wars de mon côté. Ça fera une application différente, mais ça fera une application quand même. Et en fin de compte, on se sent un peu comme Jean-Claude. Donc, comment dire, je ne sais pas si certains se rappellent de la pub de Van Damme, l'original, dans lequel il est sur deux Volvo Trucks, et les Volvo Trucks reculent en marche arrière, et on voit Van Damme qui parle, et puis d'un coup, on le voit commencer, et puis il tombe en grand écart, et il est en grand écart sur deux Volvo Trucks qui reculent. Le but était de montrer la fiabilité des Volvo Trucks, mais là c'est pareil. Avec AWS, on peut exactement faire ce grand écart en termes de développement d'applications. Et précisément, on peut le faire sur de l'intelligence artificielle, avec SageMaker. Juste pour que vous ayez encore les notions à ce niveau-là, SageMaker est un service dit managé, c'est-à-dire que pas mal de couches, comme on a pu voir via la pizza as a service, sont gérées par AWS. On n'est pas dans une architecture dite totalement serverless, néanmoins on s'y approche. C'est pourquoi je voulais montrer cette commit strip, où les gens disent, vous parlez de serverless, mais il y a toujours des serveurs derrière. Oui, il y aura toujours des serveurs derrière, mais on n'a pas la gestion et on n'a plus qu'à se concentrer sur le développement de notre modèle, ce qui est vraiment notre cœur de métier en fin de compte. Les avantages, on n'aura pas de gestion de serveur, je l'ai évoqué. On va pouvoir se dimensionner de façon flexible, scale in ou scale out, en fonction de la charge. La haute disponibilité qui est gérée pour nous, on n'a pas à l'implémenter, on n'a pas à la gérer. C'est gratifiant, je ne dis pas le contraire, moi aussi, je trouve que c'est très gratifiant, mais c'est quand même un vrai plus en termes de temps de développement. Et enfin, on paye à l'usage, ça il faut toujours l'avoir en tête, ça c'est vraiment important. Allez, maintenant on va passer sur les stacks. Donc l'écosystème de machine learning et de deep learning sur AWS, il est assez vague comme vous pouvez le voir. On va se concentrer sur SageMaker parce que je pense qu'il faudrait plus d'un meet-up pour parler des autres, mais
Vous avez tout ce qui est en haut, tout ce qui est pas computer vision, mais tout ce qui est vision, avec le service recognition qui permet de faire la reconnaissance d'image, d'identifier les personnes, si elles sourient ou pas, avec des modèles déjà pré-entraînés où vous pouvez importer le vôtre. Vous avez tout ce qui est text-to-speech, avec du transcribe et poly pour vraiment la reconnaissance de je parle et c'est traduit sous forme de texte directement. La partie langage avec Translate et Comprehend, et Comprehend médical qui est dédié à la pharma. Et enfin, on a tout ce qui est Lex, Forecast. Donc Forecast, c'est le même algorithme qui est utilisé par AWS, par Amazon, le site amazon.com, pour afficher les recommandations de produits quand on achète sur le site internet. Tous ces AI services qu'on peut avoir en haut, concrètement, d'un point de vue implémentation, ça se traduit par des librairies. Donc c'est des SDK qu'on utilise et qu'on manipule pour les utiliser. Donc moi qui ne suis pas data scientist ou ingénieur machine learning comme Damien, c'est vraiment... ça permet un accès facile à l'utilisation de ces services pour pouvoir réaliser ces applications d'IA. Ensuite, le gros du gros qui vient derrière, c'est SageMaker. Et SageMaker vient avec une panoplie de fonctionnalités dont on va parler là justement à présent. On a les notebooks, donc, qui sont des Jupyter Notebooks pour pouvoir développer, sauf que c'est uniquement des IDE. Derrière, on va utiliser tout ce qui est API à disposition, donc les algorithmes, on peut développer ses propres algorithmes ou utiliser des algorithmes mis à disposition par AWS. Donc il suffit d'appliquer une dernière surcouche d'entraînement à ces modèles pour pouvoir les entraîner par rapport à notre besoin. On peut faire du reinforcement learning. Pour la petite histoire, ils ont sorti une Deep Racer, c'est une voiture radiocommandée avec une caméra et du 1080p. Et cette voiture, on lui déploie un modèle de machine learning dessus où on lui fait du reinforcement learning. On lui fait tourner sur un circuit et on lui dit là t'as réussi, là t'as pas réussi. Donc on te donne la tape quand ça va pas et quand ça va, tu continues. Donc on peut faire du reinforcement learning, on va faire du training de modèle, Damien va vous le présenter. Et enfin, une fois que tout est entraîné et optimisé, on va le déployer sur notre site, que ce soit sur une machine une machine virtuelle qui va avoir une API REST pour pouvoir requêter le modèle, ou sur, comme on va vous le présenter avec l'autobobille, sur un Raspberry Pi. SageMaker, on peut développer sur SageMaker avec du TensorFlow, du MXNet, ça c'est mon coup de cœur, du PyTorch, du Gluon qui est l'interface pour MXNet, Keras, et on a, d'un point de vue infrastructure, des instances qui s'appellent P3, c'est tout ce qui est GPU. Damien, tu as peut-être un input un peu plus que moi là-dessus. Sur GPU, on a du P3 et du G3 P2, P3, pardon. Donc en fonction de la puissance GPU dont vous avez besoin, vous pouvez choisir celle qui vous intéresse. Concrètement, sur SageMaker, comment ça se passe de builder, entraîner et déployer votre modèle de machine learning? La première chose, je pense que la plupart d'entre vous le réalisent et c'est assez pénible, c'est de collecter et de préparer votre donnée d'entraînement, de training data. C'est la phase la plus fastidieuse, mais une fois qu'elle est faite, au moins on sait qu'on peut aller s'amuser avec SageMaker derrière. Une fois qu'on a nos données qui sont labellisées, qui sont disponibles et qui sont stockées, on va utiliser un service de stockage comme Amazon S3 pour stocker les données. Derrière, on va choisir le modèle. Est-ce que dans le cas du Tomobi, je spoil un peu, mais c'est une image classification, ou un autre type d'algorithme de machine learning, et on va pas l'entraîner tout de suite. Une fois qu'on l'a sélectionné, on va setup et manage l'environnement, donc on va définir les hyperparamètres, tout ce qu'on a besoin d'implémenter pour pouvoir entraîner notre modèle. Une fois qu'on a défini nos hyperparamètres à ce niveau-là, on va entraîner et faire du fine-tuning sur notre modèle. On va peut-être développer 10 modèles, on va voir les résultats, on va comparer les F1 scores, on va comparer l'accuracy, et on va voir en fonction de ce qu'on a, lequel est plus pertinent ou pas, est-ce qu'on rejoue ou pas. Une fois qu'on est bon, qu'on a sélectionné un modèle, qu'on dit on est bon, on reste avec celui-là, on va le déployer en production, en dev, en UAT, en prod, mais on va le déployer. Donc avec ça, avec SageMaker, on a ce qu'on appelle les endpoints, et en fin de compte, on va pouvoir déployer nos modèles qui soient disponibles pour les autres applications de l'entreprise. Et enfin, le déploiement des endpoints étant managé par AWS, on n'a pas besoin de s'occuper de la scalabilité et de la gestion. Hop. Du coup, ce que j'ai évoqué assez rapidement et répété ici, donc on a des notebooks, des Jupyter Notebooks qui sont managés dans SageMaker que vous pouvez avoir à disposition pour collecter et préparer votre donnée d'entraînement, pour faire le data understanding et le data préparation. Ensuite, on va choisir le modèle de machine learning en fonction du use case qu'on a adressé. Donc on entre dans cette étape de modélisation
qui s'ensuit justement par l'entraînement sur l'infrastructure qu'on a sélectionnée. Donc si on a besoin de GPU, on va prendre une P3, une P2 en fonction de ce qu'on souhaite. On a besoin de CPU pour faire du clustering avec un bon vieux Camins, bah, du coup on va le faire avec un autre type d'instance. On va faire l'optimisation du modèle. Il y a dans SageMaker, Damien après ira dans la console et vous montrera après la démo Tobobi. On peut utiliser ce qu'on appelle une feature qui s'appelle Neo, qui permet en fait de sélectionner le device sur lequel le modèle va être déployé. Est-ce que c'est un Raspberry Pi? Est-ce que c'est un Intel, le Compute Stick d'Intel? Est-ce que c'est la Deep Lens, qui est une caméra faite par AWS à disposition, ou un autre processeur avec du x86? On peut vraiment choisir le hardware qu'on veut, sur lequel on va déployer notre modèle. On va déployer, donc après Damien vous présentera à ce niveau-là avec l'interface. Et enfin, l'autoscaling va se gérer via les endpoints, donc on n'a pas, d'un point de vue Ops, d'un point de vue infrastructure, à s'occuper de la maintenance d'un modèle SageMaker déployé en production. À présent, je te laisse la main. C'est à ton tour. Petite pause technique. Donc je vais vous présenter un projet concret qu'on a réalisé chez Teamwork. Donc on a appelé le Tobobi. Je vous montrerai je ne sais pas si vous vous rappelez de ce que c'est le Tobobi, si vous avez joué avec il y a 20 ou 30 ans. En fait c'est un toboggan en plastique, ça n'a rien à voir avec ça. Mais voilà, ça me faisait marrer. Donc voilà, le Tobobi, c'est un système qui... Donc il y a une sorte de petit tapis roulant. On voit mieux là en haut. Un tapis roulant qui fait avancer des billes. Et il y a un Raspberry Pi avec une caméra qui va prendre des photos de ces billes quand elles passent et qui va les trier, suivant un critère complètement autoritaire qu'on a défini. Et qui va mettre les mauvaises à droite et les bonnes à gauche. Donc c'est un truc un peu... c'est un toy project, mais il faut voir ce qu'on a utilisé pour le concevoir, à part les Lego, c'est que des éléments qui sont utilisés en production dans des vrais projets en fait. Parce que ça, c'est un use case qu'on retrouve assez souvent dans l'industrie. On a une chaîne de production avec un objet qui sort enfin, et on veut savoir s'il a des défauts ou pas. Et donc c'est ça qu'on a mis en œuvre à travers les petites billes, mais voilà, c'est quand même du sérieux derrière. Et actuellement, d'ailleurs, on est en train de déployer là chez un de nos clients exactement le même projet. D'ailleurs, ce matin, je faisais les deux, j'ai confondu un peu les deux projets, ça m'a joué des tours. Mais c'est exactement le même principe, sauf qu'on est en production avec de la caméra professionnelle infrarouge, avec une vraie chaîne. Voilà. Donc le Tobobi, c'est ça. Qu'est-ce qu'on va lui faire faire? En fait, on a acheté des billes et on les a mis dans deux catégories un peu arbitraires. Donc à gauche, les bonnes, c'est celles qui sont monochromes, et à droite, les mauvaises. On avait des billes multicolores, et puis on avait deux billes un peu cheloues. Donc une bille avec des points et puis une bille transparente. Donc il n'y a pas de couleur à l'intérieur. Et ça, c'est nos mauvaises. Alors comment on va faire ça? Je ne sais pas si vous connaissez un peu le deep learning, enfin les notions de transfer learning. On va utiliser un réseau de neurones qui a été pré-entraîné. C'est un réseau ResNet. Voilà, c'est ceux qu'on trouve dispo sur SageMaker assez facilement. Et on va le tuner pour notre tâche particulière, ce qui permet de faire des entraînements sur des jeux d'images qui sont assez réduits. C'est un modèle préentraîné. Ouais. Juste pour préciser, AWS met à disposition des modèles préentraînés de réseaux de neurones, comme l'a évoqué Damien, et en fin de compte, il suffit d'appliquer juste la surcouche derrière avec notre dataset pour pouvoir obtenir le souhait. Et ça, en fait, on rajoute une couche de neurones par-dessus le modèle, en mode pleinement connecté, et on va tuner ce nouveau modèle. Alors, il y a plusieurs manières de le faire. Soit on réajuste un peu tous les poids du modèle, soit juste la dernière couche, soit les dernières couches. Enfin, il y a plein de manières d'arriver à ces fins. Mais c'est l'idée générale. Donc c'est de prendre une connaissance qui était acquise lors d'un entraînement très lourd souvent. Sur ImageNet, on parle de plusieurs millions d'images, je crois. Et ensuite de l'appliquer à un petit use case où là on a à peu près 800 images d'entraînement. On passe moins de temps à collecter ces données, à les labelliser. Et ça, c'est un gain de temps assez énorme. Et ça permet, en production, sur des industries, on a
des fois on n'a pas beaucoup d'images à disposition, enfin, des cas de défaut dans une chaîne de production, on va pas s'amuser à les générer exprès pour faire un entraînement de dataset, quoi, sur des objets qui coûtent des fois plusieurs millions d'euros. Donc rapidement, l'archi qu'on a monté pour faire tourner ça, donc on est donc sur SageMaker, ce que je vais vous montrer après, on a réalisé l'entraînement du modèle. Ce modèle il a été déposé sur un outil AWS qui s'appelle S3, qui est en fait un espace de stockage. Et on a utilisé des briques IoT pour pousser ça sur le Raspberry Pi. Et donc en fait le modèle ne tourne pas sur les serveurs cloud d'Amazon, mais il tourne directement sur le Raspberry Pi. Donc c'est vraiment de l'IoT. C'est pas obligatoire, on aurait pu avec une connexion internet faire tourner le modèle sur un serveur et bénéficier un peu ainsi de la puissance du serveur, mais là ça nous permet de le faire tourner sans réseau. Et je vais changer de PC. Donc je vais vous montrer concrètement comment ça se passe dans SageMaker pour réaliser ce genre de projet. Donc je vais essayer de vous montrer en live en même temps. En même temps que je vais manipuler. Non, attends, ça. J'attends juste que ça vienne. Non. Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas connu le Tobomi, c'est ça, à la base. Voilà, donc Amazon SageMaker, ça ressemble à ça. On a sur la partie gauche tous les outils à notre disposition pour réaliser toutes les étapes qu'on a vues tout à l'heure que Carlo a présentées. Donc dans les grandes lignes, on a Ground Truth, c'est ce qui permet de préparer le dataset, et il y a des outils d'aide à la labellisation des datasets, notamment des images, et des outils qui sont assez pratiques. Et derrière, on peut utiliser la workforce. Vous avez entendu parler du Mechanical Turk. On peut l'utiliser par. Nous, c'est un truc qu'on ne fait pas, de manière éthique. Si, justement, c'est pour ça que j'allais rebondir dessus. Avec Virginie, c'est notre responsable. On peut utiliser Mechanical Turk, mais dans Mechanical Turk, vous pouvez dire je veux pas ce qui est proposé par AWS et je veux des projets plus communautaires, et notamment il y a un projet d'aide pour des femmes en Centrafrique qui cherchent justement à avoir une éducation, à s'en sortir et aller de l'avant. Et donc du coup, c'est une société éthique qui les rémunère à la juste valeur par rapport au travail qu'elles produisent sur Mechanical Turk, du coup. Ce qui permet d'être, au moins d'avoir une conscience et de faire pour la bonne cause plutôt que de prendre des gens qui sont vraiment exploités dans ce qu'on a pu voir. Et sinon, on peut utiliser le même outil pour envoyer des connaissances ou voilà, des étudiants qui veulent faire ça. Voilà. Les notebooks, normalement, je pense que la majorité connaît, donc c'est ce qui permet de lancer des notebooks Jupyter à la demande. Donc à chaque fois, ça lance une machine dédiée. Et on peut vraiment choisir la taille de la machine, ce qui est très pratique pour lancer des algos un peu longs à tourner. On peut directement lancer un notebook sur une P3, c'est pas de problème. Une P3, pour info, donc, ouais, je l'avais là. Ça liste tous les instances, des types d'instances. Donc généralement quand on fait des trainings, quand on veut que ça aille assez vite, on prend ce qu'on appelle des P3. Voilà, ça part de 8 CPU avec 1 GPU. Tesla descend. Oui. Et Tesla descendu. Et on peut aller jusqu'à 32, 64, 96 CPU, 768 Go de RAM, donc ça peut permettre d'accélérer quand même les traitements. Et en fait, souvent on a peur que ce soit trop cher. Il faut voir que si je lance une P2, donc qui est moins puissante, mais qui mettra 2 fois plus de temps, en fait, en pratique, elle est 2 fois moins chère. Donc, c'est assez équivalent souvent. Ouais. Et puis on va uniquement les utiliser, après Damien va le présenter, mais on va uniquement les utiliser pour la partie entraînement du modèle, et une fois qu'on a terminé, on kill cette machine, on n'a plus besoin, ça fait le training, et on paye uniquement la consommation. Donc voilà, ça sinon c'est à la demande et vous payez à la minute quand même. À la seconde, on paye la seconde, donc on peut arriver à des factures de max 5 $ pour l'entraînement d'un modèle. Après oui, on va faire plusieurs modèles, mais ça donne une... Après, il y a la partie training, donc vraiment l'entraînement de nos modèles, et la partie inférence, c'est comment j'utilise ces modèles en production. Je vous montre rapidement les labeling jobs qu'on peut faire avec. Donc les types de jobs qu'on peut générer. Voilà, on a un dataset d'images, mais on ne sait pas l'exploiter, elle n'est pas labellisée.
Donc on peut envoyer, voilà, on peut très vite créer des jobs qui vont permettre de demander à des gens d'encadrer des objets, de dire si les labels sont corrects, voilà, de faire la segmentation, etc. Ça se fait assez facilement. Je ne l'ai pas utilisé moi directement, donc je ne vais pas trop m'étendre dessus. Ensuite, on définit donc notre workflow, c'est les personnes qui vont travailler dessus. Et les datasets, c'est les datasets de base non labellisés. Je vais passer rapidement aussi sur les notebooks. Donc, c'est assez facile, on peut créer des notebooks à la demande. Et ensuite les utiliser, puis les tuer le soir pour pas qu'ils consomment, des machines à nuit. On va aller directement sur la partie training qui nous intéresse. Donc pour le topo billes, qu'est-ce qu'on avait? On a des photos en fait de billes que j'ai fait en conditions réelles. C'est-à-dire qu'avant de faire tout l'entraînement, de passer au machine learning, j'ai d'abord construit le Lego et j'ai fait tourner des billes et j'ai pris des photos. C'est important qu'on ait les photos en conditions réelles. Donc ça donne quoi? Ça donne ça. Voilà, alors là c'est les défectueuses. Donc on voit aussi qu'il y a beaucoup de cases vides. On considère que c'est des défauts aussi. Et les OK, donc même système avec cette fois donc les billes qu'on a vues tout à l'heure, les billes qui sont monochromes. Ces photos, je les rassemble au sein de listes, donc les fichiers LST qu'on voit à côté, et qui contiennent en fait, qui vont permettre d'associer à chacune des photos, donc on voit le chemin, une catégorie, donc 1 ou 0. 1 pour les bonnes et 0 pour les mauvaises. Et ça permet aussi, on fait une liste de train et une liste de validation. Donc on fait un 80-20 là-dessus. Et ensuite, ça, on va le déposer sur l'espace de stockage chez Amazon. Ici, voilà, sur un bucket S3. Et comme ça, on va pouvoir directement l'utiliser dans SageMaker. Donc, je crée un training. Donc là, il y en a plusieurs que j'ai fait aujourd'hui pour m'entraîner, pour pas trop me planter. Et alors les premiers en général, voilà, ça finit en rouge et ça finit en fail parce qu'il y a des tas de petits détails à connaître qui sont propres à Amazon et qui sont parfois pas très agréables. Mais voilà, bon, c'est pas très grave. On arrive toujours à le faire tourner au final. Et voilà à quoi ça ressemble. Donc je vais directement le dupliquer. Donc on commence par lui donner un nom. On a l'histoire de rôle Amazon, donc c'est pour la gestion des droits. Et on choisit une machine. Donc là j'ai une P3X large. On dit combien on en veut. On peut faire tourner sur plusieurs machines en parallèle. Donc là j'en prends juste une. Et je provisionne 50 Go de disque à côté pour stocker mes modèles. On peut mettre un timeout si jamais elle se met à tourner indéfiniment, quand même qu'elle soit tuée au bout d'un moment. Donc là, au bout d'une heure, ça devrait suffire. T'as une anecdote là-dessus? Au mois de juillet, on a fait tourner. J'avais oublié d'éteindre une vingtaine de machines comme ça. Et on a eu quelques frais. Une belle facture. Je pensais qu'elles étaient tuées tous les jours, je sais pas. De manière magique peut-être. Ensuite, avant ça, on va choisir le type d'algo qu'on veut. Donc là, on est dans un mode image classification, mais on voit qu'on a accès à, on va dire, tous les grands algos de machine learning qu'on peut connaître sur le sujet. Et on peut faire autre chose que de l'image, il y a vraiment de tout. On peut faire du NLP aussi, on peut faire des random forest, du XGBoost. Voilà. Donc on a tout un tas d'algorithmes qui sont prédéfinis par Amazon. Et on peut aussi aller écrire nous-mêmes nos algorithmes dans les notebooks, si on veut quelque chose de très particulier. Donc là, je prends un algo de image classification et j'ai tous les hyperparamètres à fixer. Donc le premier, c'est est-ce que je veux utiliser un réseau pré-entraîné ou non. Donc dans ce genre de cas, je vous conseille de le faire, sauf si vous avez vraiment beaucoup de data. Alors qu'est-ce qu'on a d'important? Le nombre d'époques, donc le nombre de cycles sur lesquels ça va tourner, les learning rates, les momentum, les optimizers. Il faut jouer avec, il faut les regarder un peu à chaque fois. Il ne faut pas trop faire à l'aveugle non plus parce que ça a des coûts, mais il faut essayer de s'amuser avec et voir
les choses qui marchent le mieux. Le nombre de classes aussi. Le nombre de classes important, donc on a 2 classes, la taille de mon training, etc. Il y a une petite feature qui est intéressante, c'est le early stopping. Ça permet à l'algo de détecter si l'accuracy plafonne à un moment. Il va arrêter lui-même l'algo, il ne va pas faire les 30 ou 50 dernières époques pour elle. Et ensuite on dit où est-ce qu'on a stocké nos images de train et nos images de test, de validation. Donc là je mets juste les chemins en fait vers le stockage S3 que j'ai prédéfini tout à l'heure. Donc en fait il faut le faire 2 fois, c'est un peu chelou. Ouais. Ça c'est des petits trucs, voilà, on met un lien vers la liste et puis un lien vers le répertoire. Que ce soit dans S3, ça va vous permettre aussi de vous tracher la dernière itrache après ce qu'il a fait. La donnée elle va rester dans S3, elle ne va pas disparaître avec le disque qui a été provisionné au Ado. Vous aurez toujours la donnée à disposition que vous pourrez réutiliser pour entraîner de nouveaux modèles ou autre. Et ensuite je lui dis où est-ce que je veux qu'il me stocke mes résultats, donc pareil sur un stockage S3. Et on y va. Donc voilà, là ça crée un training. Ah, je n'ai pas donné l'annonce encore, c'est pas grave. Donc voilà, mon training 6 copies. Donc il va tourner. La première chose qu'il fait, c'est qu'il lance une EC2. Le C2, c'est les machines, les serveurs qu'on peut provisionner chez Amazon. Donc là, c'est une EC2 de type P3. Ça met 4-5 minutes. C'est un temps incompressible en fait. Donc on va pas l'attendre. Parce que j'ai des résultats en plus qui sont là. Mais ce que je voulais vous montrer aussi, c'est que donc on peut faire des trainings comme ça en faisant varier les paramètres, mais c'est plus intéressant aussi de laisser il y a un algo qui permet de faire du tuning d'hyperparamètres, et on va laisser choisir lui-même les hyperparamètres en fait, en lui définissant des plages sur lesquelles il peut jouer. Donc ça s'appelle le hyperparamètre tuning job, et j'en ai lancé un ici, donc je vous montre rapidement à quoi ça ressemble. Donc en fait, je lui ai dit de me lancer 10 training jobs sur 2 instances en parallèle, et en faisant varier, je lui ai demandé de jouer à la fois sur le learning rate, de manière logarithmique entre 0,001 et 0,1, et de jouer sur le momentum en même temps, de manière logarithmiquement inverse, enfin, voilà, de 0,9 à 0,99. Et il va aller tester différentes plages différents paramètres et différentes combinaisons de paramètres. Donc il va en tester 10 exactement. Donc si on veut être plus précis dans la détermination, on peut lui dire d'en lancer plus, mais moi j'en ai fait juste 10. Et on voit que, voilà, sur les 10, donc je lui ai dit qu'il fallait qu'il regarde l'accuracy. Et on voit qu'on a différents types de résultats. Et il va nous sélectionner les meilleurs, donc en fonction de l'accuracy. Et le meilleur, on le retrouve ici. Donc le meilleur, il se trouve que c'est avec un learning rate de 5, 10, 4. Et un momentum de 0,98. Donc après on peut essayer de jouer encore autour de ces plages-là, mais déjà ça nous donne une bonne indication. Une fois qu'on a trouvé notre modèle, qu'on a fait le meilleur entraînement, ce modèle on va vouloir l'utiliser en production. Donc comment on fait ça? Eh bien, je prends donc, le modèle qui m'a sélectionné, et je vais pouvoir lui dire de générer un modèle à partir de ça. Donc un modèle c'est quoi en fait? Alors je l'avais sauvé quelque part. En fait c'est des fichiers JSON où il y a à la fois la structure du réseau qui est stockée et un ensemble de poids. Donc tout le jeu de poids du réseau. C'est pour ça que tout à l'heure vous aviez provisionné 50 Go pour stocker le modèle. Ouais, voilà. Alors. 50 Go, c'est énorme. C'est très large comparé à ce que j'ai réellement besoin. En fait, là, sur cet exemple-là, il me génère 1,5 giga de modèle par training, quand même. Et là, on a 10 trainings. Pourquoi? Parce qu'en fait, à chaque époque, il va générer un modèle. Comme ça, je peux aller voir ensuite exactement les stats, l'évolution de mon accuracy en validation et en train, et choisir exactement la bonne époque qui me convient bien. Donc, il stocke tout, et après, on en prend un, puis le reste, on peut mettre à la corbeille. Mais c'est vrai que ça prend vite de la place. Et surtout sur des réseaux de neurones avec beaucoup de couches, ça peut aller vite. Donc,
Bah, ce modèle, je l'ai utilisé, donc je l'ai fait tout à l'heure pour m'entraîner, donc j'ai créé un modèle à partir des meilleurs paramètres de mon training. Et ce modèle, je vais l'utiliser dans un endpoint. Un endpoint, c'est quoi? C'est une machine avec une entrée, un point d'entrée, qui va permettre d'envoyer les images une par une, des nouvelles images, donc qui viennent par exemple de chaîne de production. On va envoyer ces images et il va nous renvoyer la réponse directement. Donc je vais vous montrer directement comment ça se passe. J'ai fait une utilisation depuis un notebook Jupyter. Donc ce qui est intéressant aussi dans SageMaker, il faut savoir que tout ce qui peut être fait par la console en mode clic, enfin vraiment sur la console d'administration, peut être fait en code derrière. C'est que des API. Et notamment en Python. Donc là, j'ai un notebook, j'ai téléchargé une bonne image et une mauvaise image. Je ne sais pas si vous arrivez bien à voir. Et donc, je vais exécuter. Donc là, c'est une bonne image. Et là, en fait, je fais appel à mon endpoint que j'ai créé là, le ToBoby endpoint numéro 1. Et là, ça y est. Avec ça, le jeu. Dans le notebook en fait SageMaker, on a les API et le SDK de SageMaker de façon générale, donc toutes les opérations que Damien vous a présentées. Donc tout peut s'utiliser directement en faisant un import en Python et puis en les utilisant derrière. Donc c'est ce qu'il fait avec le runtime.invoke endpoint. Voilà, dans la console aussi. En bas, endpoint. Ah, ça explique. Ah bah oui, c'est Budget Savior. On a une personne qui nous a rejoint et une alternante, et en fait on a voulu les faire monter, elles sont dans la Data Squad, mais on a voulu les faire monter sur AWS parce que c'est la principale plateforme qu'on utilise pour réaliser les applications data. Et en fait on leur a demandé de développer, suite à ce qui s'est passé avec Damien sur l'oubli de la machine, et aussi les collègues Pablo Corexpert qui ont oublié aussi d'éteindre, donc ça arrivait 2 fois. Donc on s'est dit pas une 3e fois, et on a développé un outil qui permet de, s'il n'y a pas de tag qui est mis, c'est-à-dire de pouvoir cibler la ressource en question, ça détruit le endpoint et ça évite qu'il y ait des coûts supplémentaires. Donc je pense que tu n'avais pas tagué. J'avais pas tagué, puis vu que je crois que c'est à 18h que ça tourne, ça a du tout coupé. Bref, c'est pas grave. Donc le endpoint, c'est une manière d'utiliser l'algo, donc en mode entre guillemets one shot, c'est-à-dire qu'on envoie une image, on envoie un nouvel individu qui n'est pas dans le train, mais dans le test, et il nous renvoie la réponse qu'il a apprise. On a un autre moyen d'utiliser les modèles, c'est le batch transform. Donc, comme son nom l'indique, en fait, on va lui mettre à disposition plusieurs individus, donc autant qu'on veut en fait. Pareil, on va les stocker sur un bucket S3, et là, il va nous retourner l'ensemble des réponses pour ces individus. Donc, le temps que l'endpoint se monte, je vous montre à quoi ça ressemble. Et le batch transform permet de ne pas avoir de endpoint up and running, donc du coup de payer moins par rapport à... Donc il tourne le temps qu'il fasse son inférence sur tous les individus qu'on lui a donnés, puis ensuite il disparaît. Donc voilà, là je lui ai donné quelques images. Alors elles s'appellent toutes KO, mais elles ne sont pas forcément toutes KO parce qu'il y avait des petits problèmes de traitement. Mais toutes les images dont je lui ai dit de traiter tout ce répertoire-là, et dans Out, il m'a sorti pour chaque image un petit fichier, ça doit être une sorte de JSON, qui me donne les scores pour chaque catégorie. Voilà, on voit pas très bien. La prédiction. Voilà, en prédiction, et donc j'ai un tableau j'ai un array de 2 cases avec en gros 3 x 10-6 donc sur le KO et 0,999999 sur le OK. Je pense qu'il y a un peu de surentraînement sur Donc le batch transform, ça peut être utile si vous n'avez pas besoin d'interagir en temps réel, mais vous avez un gros lot de données à passer, vous lui envoyez sur votre modèle et puis ça vous donne la réponse assez rapidement. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? La démo. En live. Donc le ToBoby en live, comment ça marche? On va appuyer sur le bouton. Et là, vous pourrez venir tout à l'heure pour jouer avec, mais
Donc à droite, vous avez les billes qui normalement sont valides. Ça c'est une bille valide. Ça c'est une bille valide. Donc là sur le PyStore c'est écrit OK relancement et ça vient de basculer à droite pour dire c'est une bille valide et je la fous à droite. Il prend, il fait une pause photo, donc là il n'y a rien, donc il dit KO. Il se remet sur le statut KO. Et là c'est une bille qui est KO. Ça c'est aussi une bille valide qui va rebasculer. Attends, il faut jouer. Et donc là il a rebasculé, valide. Il s'arrête, prédiction, il fait une pause photo parce qu'il cherche, il n'y a rien, KO. Et là il arrive sur une bille non valide et il va nous dire je reste en KO et je le renvoie là-dedans, tout simplement. Et il continue, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Et du coup, comme tu l'as dit, c'est tout en local, il n'y a aucune connexion réseau, donc on fait du edge computing ouais, à ce niveau-là. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions sur l'outil, sur ce qu'on peut faire, si c'est... Moi j'ai une question par rapport à l'entraînement qu'on a fait. J'ai vu c'était le hypertuning où vous avez montré, on a fait une speed de 10 entraînements, donc de 6 minutes chacun. Ouais. Ça coûte combien plus ou moins ça? Alors, je ne sais plus le prix. Pour 1 heure d'entraînement d'hyperparaméter tuning comme ça, 1 heure sur une P3, sur 2 instances, ça doit coûter une trentaine d'euros. Peut-être un peu moins. $, pardon. On va le faire en live. C'est formation du modèle, ouais, c'est en français. Chris, tu es là. P3 de mix large, $4 de l'heure. Donc du coup, ramener à 6 minutes, ça doit être quelque chose de moins d'$. Enfin, si on fait 10 de 6 minutes, voilà, $4. $4. Pas sachant que pendant 1 heure, il y en a 2 qui ont tourné, donc 8. Alors, en fait, la plateforme SageMaker en accès libre, on va dire, l'utilisation. Alors, il faut Dès avoir lors que je lance un traitement, je vais commencer à faire l'usage dans le traitement. oui, alors quand tu t'inscris, tu as des free Il y a le tiers. free tier il y a un free tier sur SageMaker. Un free tier qui doit donner accès à un certain nombre d'heures d'entraînement et voilà, je n'ai pas la maîtrise. Mais voilà, après, nous, là, on paye vraiment à l'utilisation. Donc dès qu'on lance un entraînement, on sait que voilà, c'est un coût derrière quand même. On essaie de ne pas faire n'importe quoi, c'est pas des coûts qui sont exorbitants, mais c'est une accumulation de petits coûts en fait. Et c'est un peu le business model de AWS aussi, c'est de mettre une multitude de briques qui coûtent tout un peu. Du coup là, on voit, ouais. On peut faire du coup, on peut avoir un Jupyter Notebook pendant 250 heures par mois pendant les 12 premiers mois. Donc ça permet de... Après on peut l'avoir en local, donc il n'y a pas grand intérêt. Mais le fait que le Jupyter soit gratuit, donc ça fait tourner une machine derrière, vous ne le payez pas. Vous allez payer les batch transform ou les endpoints si vous déployez des endpoints. Autant au prorata du temps que vous allez les utiliser. C'est vraiment le modèle du pay as you go et comme l'a dit Damien, sur lequel il faut faire attention du coup. Juste une dernière petite chose, là tu as développé ton propre modèle et juste tu peux montrer le marketplace aussi des modèles parce que du coup on peut soit développer son propre modèle, utiliser un modèle préentraîné par AWS ou utiliser forcément la même logique sur AWS avec le marketplace et du coup prendre des modèles réalisés par des sociétés tierces si on a besoin en fonction de la stratégie de l'entreprise et autres pour pouvoir réaliser ces applications là-dessus. Facile aussi, une fois qu'on a formé un modèle sur SageMaker, nous-mêmes de le pousser sur le marketplace et d'aller de le monétiser, c'est ce qu'on cherche. Il y a des acheteurs? Je pense qu'on est bon. Je pense que venez essayer Togobi. Et puis on vous remercie beaucoup pour votre attention et en espérant qu'on a pu un peu vous éclairer sur AWS et deep dive sur SageMaker et que vous allez être fan comme nous. Merci.